Ok, donc on est live pour le Migrant Woman Reality Watch numéro 18. Aujourd'hui, le format est un peu spécifique parce que ça va être en français. Normalement, on est habitué à avoir des conversations en anglais. Mais aujourd'hui, j'ai invité Ibtissam pour parler d'un sujet très, très concret. Et comme elle préfère le faire en français, ben, on respecte bien sûr, mais aussi je trouve que c'est une bonne idée pour pouvoir atteindre cette partie des féministes qui parlent pas forcément anglais et pour sortir un peu des paramètres anglophones qui ne permettent pas à beaucoup de femmes de pouvoir suivre ces conversations. Donc, salut Petit Sam, merci beaucoup de... Betty, mon prénom c'est Betty. Ok, salut Betty. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui ici avec nous. Merci. Merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de prendre ce temps. Je sais que c'est une heure pas super chouette, 18 heures. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on a Betty avec nous, Betty Lashgar, qui est en visionnement depuis la France en ce moment. On a plusieurs sujets à traiter, mais d'abord, je voulais juste vous dire aux spectatrices, spectateurs aussi, mais plutôt les spectatrices qui sont ici aujourd'hui, que Betty est psychologue clinicienne spécialisée en criminologie et victimologie. Elle est aussi militante féministe. Mais j'aime pas trop décrire les femmes parce que j'aime bien leur laisser la place. Donc, je vais te laisser la place à toi, Betty. Encore merci d'être ici avec nous. Je voulais te demander si tu pouvais te présenter, comment est-ce que tu te définis et si tu pouvais nous raconter un petit peu sur ton militantisme féministe, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, oui, donc ma formation initiale, ma profession, c'est psychologue clinicienne, spécialiste donc oui, comme tu l'as dit, en criminologie et victimologie. Et en fait, c'est lié à j'ai une double casquette. Et en fait, mon engagement personnel est lié à mon engagement professionnel finalement. Du coup, je suis effectivement militant des droits humains et activiste féministe. Et j'ai cofondé le mouvement Mali en 2009. Donc, le mouvement est né au Maroc. Le mouvement Mali, c'est le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, qui est un mouvement féministe, universaliste et laïque qui lutte pour l'ensemble des libertés individuelles. Donc, ça va de la liberté de conscience à la liberté d'expression, en passant par la liberté sexuelle, etc. Et également, évidemment, comme c'est un mouvement féministe, nous luttons contre le patriarcat, la domination masculine en faveur des droits des femmes et particulièrement les droits sexuels reproductifs qui sont encore tabous dans plusieurs pays, dont le Maroc. C'est encore un sujet sensible. Donc, nous essayons de briser le tabou, enfin les tabous, et essayer de démocratiser ces sujets-là plutôt sensibles. Je tiens juste à préciser que c'est un mouvement de désobéissance civile également, donc nous organisons des actions de désobéissance civile et des campagnes en faveur des droits des femmes et des libertés individuelles qui émanent de la désobéissance. Donc, c'est-à-dire que quand on dénonce des lois injustes, nous contournons donc du coup ces lois injustes pour ne pas nous sentir complices de ces lois et ça permet de jeter un pavé dans la mare afin de faire passer nos messages. Voilà un petit résumé quoi. C'est un bon résumé. Par rapport au Mali, tu viens de me dire un peu c'était quoi les axes de votre combat, mais je me demandais s'il y a des axes où vous passez plus de temps dessus, si vous avez des combats principaux ou comme ça très spécifiques. Oui, donc comme je l'ai un peu dit, donc effectivement c'est l'ensemble des libertés individuelles et donc il y a plusieurs luttes quand on parle des libertés individuelles et des droits humains et en l'occurrence les droits des femmes, mais c'est vrai qu'il y a des spécificités. Par exemple, nous luttons également contre la peine de mort, etc. Mais c'est vrai que le mouvement, étant donné qu'il est universaliste et laïque, est plutôt connu, on va dire. Les luttes qui sont plutôt connues de Mali sont plutôt la lutte en faveur de la liberté de conscience et les luttes féministes et particulièrement droits sexuels et reproductifs. Quand je parle des droits sexuels et reproductifs, je parle de liberté sexuelle et de droit à l'avortement. Parce qu'en fait, ce que peu de gens savent, c'est qu'au Maroc,
qui est donc une monarchie absolue de droit divin, puisqu'il y a un roi et qui est considéré commandeur des croyants et des croyantes. L'islam est religion d'État, donc c'est très complexe. Donc en fait, on lutte contre des lois et des pratiques qui sont sexistes, qui sont liberticides, mais qui sont issues aussi des lois coraniques de la charia. Donc c'est très 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 patriarcal, c'est un système très patriarcal. Et donc quand on évoque les droits sexuels et reproductifs, peu de gens savent que lorsqu'on parle de liberté sexuelle, oui, il y a l'homosexualité qui est condamnée, qui est criminalisée. C'est 3 ans de prison, mais il y a également les relations hétérosexuelles, donc en fait, donc il y a les relations sexuelles hors mariage qui sont aussi considérées comme un délit. Donc on lutte contre ces articles de loi pour abolir ces lois-là et pour les changements de mentalité. Dans la liberté sexuelle, il y a aussi l'adultère qui est encore criminalisé, et il y a donc l'avortement qui n'est pas un droit. En fait, l'avortement qui existe au Maroc, ce n'est pas une IVG, intervention volontaire de grossesse, mais c'est plutôt un avortement thérapeutique. Donc, dans un seul cas, lorsque la vie de la femme enceinte, la vie ou la santé, enfin la santé ou la vie de la femme enceinte est en danger. Donc voilà, donc c'est très très complexe. Et nous luttons contre les violences sexistes et sexuelles, puisque je rebondis sur ce que je disais. Paradoxalement, les relations sexuelles hors mariage entre deux personnes consentantes, entre guillemets, moi j'aime bien dire plutôt désirantes, sont criminalisées, alors que le viol conjugal, lui, n'est pas reconnu. Et donc, voilà, donc il y a une espèce de... oui, il y a une culture du viol institutionnalisée, il y a un permis de violer finalement, puisque c'est considéré comme le rôle finalement des épouses d'assouvir ce mythe que nous connaissons toutes et tous, que seraient les pulsions des hommes. Donc ça fait, enfin voilà, il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que ces problématiques-là que je viens de citer sont celles sur lesquelles nous travaillons le plus. Mm-hmm. Et du coup, je suppose que ces problématiques spécifiques, elles posent quand même problème au sein de de la société marocaine, mais aussi dans le panorama féministe marocain, je pense, non? Parce que c'est quand même très radical comme. Alors, effectivement, donc si on parle d'idéologie, là on a évoqué des problématiques, plusieurs associations et collectifs existent qui luttent pour les droits humains, pour les droits des femmes et qui luttent pour les droits sexuels et reproductifs, mais effectivement, dans notre mouvement, en tout cas les personnes sympathisantes du mouvement, nous ne sommes pas dans un militantisme lisse, dans un militantisme politiquement correct. De notre point de vue, lorsque nous nous revendiquons féministes, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous soumettre au désir du patriarcat. Nous ne demandons pas l'autorisation à un système qui, nous le savons, est patriarcal. Voilà, donc effectivement, c'est plutôt oui radical dans le sens où quand on lutte contre la domination masculine et le système patriarcal, nous prenons le mal, pour ne pas dire le maleux, à la racine. Voilà, donc on peut pas faire du politiquement correct, on prend pas de gants, et c'est pour ça qu'effectivement nous n'avons peut-être pas beaucoup d'alliés, et nous évoquons des questions donc effectivement qui sont voilà, il y a beaucoup de choses qui sont interdites par la loi, et comme je disais, nous on contourne les lois, tout le monde n'est peut-être pas et on reproche pas aux autres leur façon de faire, mais c'est vrai qu'il y a un manque du coup de solidarité, et puis à mon sens, ça avance doucement. Donc voilà, donc c'est vrai que notre militantisme, notre activisme, notre façon de faire, elle n'est peut-être pas soit n'est pas très appréciée, soit en tout cas est difficilement acceptable. Mm-hmm. Et mais ça, c'est dans un sens plus large, votre acceptabilité, disons. Mais dans le mouvement féministe marocain, c'est la même chose ou ça diverge aussi? Est-ce qu'il y a des points communs ou... Les points communs restent les causes, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mm-hmm. Du coup, ce sont des causes qui réunissent et qui nous unissent. Maintenant, c'est vraiment la façon de faire. Je vais donner juste un exemple qui est le droit à l'avortement, et on en reparlera tout à l'heure vu qu'en ce moment, on a lancé une campagne en faveur de la dépénalisation de l'avortement au Maroc. Par rapport à la question d'avortement, Mali est ouvertement pro-choix.
Et pro-choix, ça a un sens. C'est-à-dire que nous luttons, certes, pour la dépénalisation du droit à l'avortement, mais aussi pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc, c'est non négociable. Le droit à l'avortement est un droit inaliénable, non négociable, un droit qui doit, un droit pour toutes les femmes sans distinction, sans hiérarchie, alors que le débat qui existe au Maroc autour de la question de l'avortement, c'est plus un débat autour de la question de l'interruption médicale de grossesse, l'avortement thérapeutique et les cas par cas. Donc c'est pas du, c'est ça la différence. Donc pour nous, le droit à l'avortement, c'est le droit à l'avortement. Il n'y a pas à dire oui, mais on doit y aller doucement parce que la société n'est pas prête, les mentalités, il y a la place de la religion a une place importante, enfin plein de raisons qui font que du coup, dans le débat, on est en train de dire peut-être que on devrait élargir cet avortement du coup thérapeutique lorsqu'il y a malformation du fœtus, lorsqu'une femme est victime d'inceste ou de viol. Voilà, ça c'est le débat. Or c'est pas le nôtre. Nous c'est une revendication ouvertement pro-choice et c'est la dépénalisation totale de l'avortement. Et comme dans beaucoup de pays, ce n'est pas qu'au Maroc, mais dans beaucoup de pays, ce sont souvent les hommes qui en parlent. Au Maroc, c'est le cas aussi. Donc, moi, je m'interroge toujours lorsque je vois des féministes se réjouir quelque part, applaudir les quelques miettes qu'on nous refourgue, quoi, en fait. Donc, non, d'abord, ce sont des hommes. Donc, encore une fois, on leur demande leur avis, on leur demande l'autorisation, on leur demande de nous accorder des droits. Non, en fait, les droits, on les arrache. Et lorsqu'on parle féminisme, c'est les hommes sont nos alliés, oui, mais c'est à nous, femmes, de lutter pour nos droits et voilà. Donc du coup au Maroc, c'est encore une fois souvent voilà les hommes, le projet qui a été mis en place en 2015, je peux pas m'attarder dessus, ce n'était que des hommes qui étaient autour de cette question comme on a pu le voir dans de nombreux pays et qui était donc en plus une question qui n'était pas clairement et véritablement pro-choix. Donc là c'est pour donner un seul exemple. Mmh. Et en fait, avant qu'on soit présenté par une sorte de lutte que je vais laisser anonyme ici, j'ai lu beaucoup d'articles sur toi et ça m'a vraiment étonnée, mais en même temps, j'étais contente de lire plusieurs titres, genre Betty Lashgar, la femme la plus haïe du Maroc. Et je me demandais si c'était à cause de justement tous ces mouvements de désobéissance civile, ou si c'était par rapport au fait que tu sois une ou la seule féministe radicale au Maroc. Genre, comment tu t'insères un peu dans ce contexte en étant radicale et en te décrivant comme ça? Je ne sais pas si c'était ton choix ou pas d'être décrite comme ça. Ce titre-là, je vois très bien l'article dont il s'agit. C'est un article en espagnol, donc je n'ai pas du tout choisi ce titre, mais effectivement, quand j'ai eu l'interview, la journaliste a ressenti ça. Voilà, c'était un portrait de moi, donc du coup, j'ai raconté beaucoup de choses que je ne peux pas raconter là. Donc voilà, il a fallu commencer dès le début, etc. Pas de mon militantisme, mais c'est Mali en fait en 2009 qui a fait que j'ai été projetée finalement hors de l'anonymat, on va dire, mais j'étais engagée avant. Et c'est vraiment Mali où j'ai été activiste et connue au Maroc. Et donc, du coup, voilà, c'est quand j'ai raconté tout cela et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi et le manque effectivement de soutien souvent, de solidarité, le cyberharcèlement et j'en passe. Et oui, je pense, pour te répondre, que d'abord, je suis une femme et je pense qu'il y a des hommes qui font aussi des choses, entre guillemets, considérées comme de la provocation, qui choquent, etc. Mais c'est jamais aussi grave et ça ne fait pas autant le buzz, etc. Donc il y a déjà ce fait-là et le fait qu'on soit donc effectivement au Maroc dans une société phallocrate et où les femmes n'ont pas véritablement leur place ni dans l'espace public, que les libertés soient restreintes, leur liberté soit restreinte, etc. Le fait d'assumer pleinement et complètement qui je suis, ce que je suis, ce que je pense et de dire et de faire tout ça et publiquement, ça dérange. En effet, ça dérange et je me suis fait beaucoup plus d'ennemis, je pense, que d'amis. Mais pour moi, c'est positif
pour moi, le fait qu'on parle de ces sujets-là, que ce soit quand ça me concerne personnellement ou quand ça concerne le mouvement, c'est que ce choc des consciences, du coup, permet de faire évoluer les choses et que moi, ça me permet de me rassurer en me disant que j'ai raison, en fait, que je suis sur la bonne voie. Ce qui m'inquiéterait, c'est que ce serait l'indifférence. En fait, ça m'inquiéterait peut-être un peu plus. Mais oui. Donc voilà, les personnes qui me connaissent pas, c'est vrai qu'on a organisé des actions plutôt hors normes pour le Maroc. Je milite beaucoup pour les personnes qui nous regardent, qui ne me connaissent pas. Je milite beaucoup en France, en Europe et ailleurs. Je me considère activiste nomade. Mais voilà, quand je fais des campagnes, quand on mène des campagnes, pardon, on fait des actions en Europe ou ailleurs, il y en a beaucoup en fait des actions ou des campagnes un peu choc ou de désobéissance civile où on peut quand on fait des actions, des happenings féministes, on peut utiliser des vulves, des utérus, du sang pour représenter les règles, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est encore des choses, des outils qui ne sont pas des outils de militantisme, quoi. C'est pas, il y en a qui adhèrent, mais il y en a qui n'adhèrent pas, mais il y en a qui adhèrent, mais qui disent, voilà, ça, dans le paysage militant, même féministe, au Maroc, ça fait un peu trop décalé, ça peut genre nuire finalement à la cause et être contre-productif. Donc, étant donné que je suis universaliste, je milite exactement de la même façon que je sois au Maroc ou ailleurs. Et donc pour donner juste 2-3 exemples pour les personnes, pour que ça soit plus parlant, première action qui nous a fait connaître, c'était en 2009, c'était une action en faveur de la liberté de conscience. Et étant donné que la liberté de conscience n'existe pas au Maroc, et donc durant le mois de Ramadan, c'est 6 mois de prison, c'est jusqu'à 6 mois de prison ferme pour une personne qui est considérés de confession musulmane et qui rompt le jeûne ostensiblement en public. Donc, je prends mon exemple, je suis au Maroc considérée musulmane, même si je suis athée. De toute façon, peu importe, c'est censé être personnel. Et donc, du coup, voilà, pendant le mois de Ramadan, je n'ai pas le droit ni de fumer, ni de boire, ni de manger en public, etc. Donc, on a fait un happening, on a fait un pique-nique en 2009 pour dénoncer et condamner cet article de loi et pour revendiquer la liberté de conscience, que la liberté de conscience soit reconnue constitutionnellement, etc. Donc, faire un pique-nique en pleine journée pendant le mois de Ramadan, même si c'est un pique-nique symbolique, parce que c'est un happening militant, on peut comprendre que ça ait bruit au Maroc et à l'étranger. Voilà, par rapport à la question de l'avortement qui nous tient fortement à cœur, en 2012, on a organisé un happening avec l'ONG Women on Waves, l'ONG néerlandaise. Et on a fait venir l'ONG néerlandaise qui fait des happenings avec un bateau qui s'appelle Bateau de l'avortement. Donc, c'était la première fois qu'il y avait ce happening dans un pays où l'islam est religion d'État. Voilà, il y avait eu des actions de Women on Waves dans d'autres pays, Espagne. Ça a porté ses fruits d'ailleurs, hein, pour info. Ça avait porté ses fruits, leur action en Espagne. C'est grâce à cette action que l'avortement a été dépénalisé en Espagne. Il y a eu d'autres actions ailleurs, mais faire ça, voilà, au Maroc, ça a été un peu complexe. Il y a eu 2 adolescents, enfin un adolescent et une adolescente qui ont été incarcérés en 2013 de 14 ans pour un bisou sur la bouche posté sur Facebook. Nous avons organisé avec d'autres jeunes un kiss-in devant le Parlement de Rabat, capitale donc du Maroc. Voilà, c'est assez osé pour reprendre un peu ce terme. Voilà, on peut pas vraiment s'embrasser en public et organiser un kiss-in, ça a été très violent. Voilà, on a initié la journée le 17 mai, qui est la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Nous l'avons initiée en fait. Voilà, c'est une question qui nous tient vraiment à cœur, la question de l'homosexualité, de la bisexualité, enfin la question vraiment de la liberté sexuelle, de l'orientation sexuelle. Et du coup, on a mis ça en place dès 2012 avec des campagnes, des actions, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont voilà, des sujets un peu sensibles et du coup c'est vrai que de mener quelque part ces luttes-là, ces combats-là, oui, de jeter vraiment un pavé dans la mare par rapport à ces questions, ça peut
c'est un peu avant-gardiste, donc du coup, forcément, ça, c'est dérangeant au début. Mais bon, voilà, ça, avec le temps, on voit qu'il y a une démocratisation et ça fait quand même voilà, plaisir pour parler des violences contre les femmes, parce que c'est bientôt le 25 novembre, en 2017, me semble-t-il. Nous avons coloré en rouge toutes les fontaines de Rabat, par exemple, avec du rouge, voilà, pour symboliser cette violence, ces violences machistes et ces violences masculines. Mais voilà, en tout cas, toutes ces questions, oui, sont démocratisées maintenant. Il y a beaucoup d'associations qui en parlent sur les questions de la laïcité, liberté de conscience, des droits sexuels reproductifs. Il y a plein de petits collectifs qui sont nés depuis. Ça aussi, c'est un peu une petite victoire de voir qu'on a un peu ouvert la voie, même si, comme je disais, la façon de faire, la façon de militer n'est pas du tout la même. Mais le fait d'avoir ouvert le débat sur ces questions, c'est une victoire. Moi, j'ai vu les images je crois que c'était votre action par rapport à l'avortement, qu'il y avait une réaction hyper forte. Il y avait des gens qui s'étaient ramenés avec des grosses pancartes et il y a même une photo et je crois qu'il y a une femme qui te crie dessus. Mais là, du coup, j'ai trouvé ça super fort comme image. Oui, c'était les islamistes parce que justement, nous avons beaucoup d'adversaires, pour pas dire ennemis, mais d'adversaires idéologiques. Mais parmi ces adversaires, il y a évidemment la mouvance islamiste, il y a les forces conservatrices. Et cette action dont tu parles avec Women on Ways, c'était en octobre 2012, c'était effectivement les islamistes qui s'étaient très bien organisés et qui nous attendaient au fameux port où était le bateau de l'avortement. Et la dame dont tu parles, oui, la photo est sur les réseaux, c'était une gynécologue islamiste et donc anti-choice. Et effectivement, c'était un échange très houleux. Et c'est la photo dont tu parles, oui, représentait très bien cette espèce de oui, vraiment cette espèce d'échange dans le désaccord complet, quoi. Total. Ça me fait, c'est bien que tu aies parlé de religion, enfin, comment on peut parler dans tout ça, mais ça me ramène à ma troisième question. Vu que le mouvement Mali est un mouvement laïque universaliste, et j'aimerais bien aussi, parce que quand on regardait un peu de qu'est-ce qu'on avait parlé, moi j'avais dit que c'était un mouvement séculaire. Et du coup, je trouve que c'est intéressant enfin, moi j'ai appris de toi qu'est-ce que c'était, mais je trouve pour les spectateurs et spectatrices, si tu pouvais un peu expliquer la différence ou pourquoi tu fais la différence entre les deux, ou pourquoi tu m'as corrigé. Mais avant de faire ça, je voulais savoir comment, enfin tu l'as déjà un peu expliqué, mais dans quel sens est-ce que la religion et la présence de la religion au Maroc va impacter votre travail voilà, une question un peu générale comme ça. Okay. Mais, voilà. Ok, je vais essayer je vais relier les deux pour ne pas trop me disperser. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué lorsqu'on parle de féminisme universaliste laïque, parce qu'il y a beaucoup de... Alors, quand on rajoute en plus une couche du fait que moi, personnellement, je suis féministe radicale, ça complique tout d'un coup. Et donc, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas du tout ce qu'est vraiment ce genre de féminisme-là et qui mélange un peu tout. Alors oui, donc laïque, c'est un mot important parce qu'effectivement, il n'y a pas d'équivalent en anglais. Donc en anglais, c'est vrai qu'on utilise séculier. Mais dans la lutte laïque que je mène avec des mouvements qui sont vraiment que dans une lutte pour la laïcité, les anglophones utilisent ce terme. Donc disent laïcity. Mais effectivement, si on n'est pas dans la lutte, non, une personne anglophone lambda va pas dire laïcity. Donc laïcité, nous, on dit que nous sommes un mouvement féministe universaliste laïque parce que lorsqu'on lutte pour les droits humains, et en l'occurrence les droits des femmes, on lutte pour des droits en fait. Donc on parle en matière de droits et de respect de droits, de dignité, d'égalité, de lutte contre les discriminations, etc., sans en prendre en compte la religion, parce qu'on estime que la religion n'a pas sa place en politique. Au Maroc, c'est la religion qui mène la danse finalement, et donc
c'est politique. Et donc, nous, on demande à ce que le religieux relève de la sphère privée et à ce que ça reste de la sphère privée, que ça relève du personnel, quoi. C'est une affaire personnelle. Et donc, lorsque nous évoquons tous les droits que j'ai évoqués, en faveur desquels nous militons, la religion, on la met vraiment de côté. Cela n'empêche pas en tout cas qu'il y ait des personnes, parce que souvent on confond laïcité, laïque et athée, et Mali est souvent associé à l'athéisme, surtout qu'avec la première action du pique-nique, etc. Non, Mali n'est pas un mouvement athée, c'est un mouvement laïque. Donc ça veut dire qu'il c'est pas beaucoup de personnes sympathisant du mouvement ont une religion, une confession, mais c'est personnel, donc ça rentre pas en ligne de compte. Donc si on va parler, je donne un exemple qui est actuel et factuel, l'égalité dans l'héritage. Donc c'est l'héritage dans la religion, dans la musulmane, il y a une inégalité entre les femmes et les hommes. Nous, quand on lutte pour l'égalité en héritage, on parle d'égalité, on parle de droit. On parle de droits des femmes, on parle de droits humains, et la religion n'a pas sa place. Donc, on n'a pas à savoir ce que dit le Coran, ce que ne dit pas le Coran, ce que dit l'imam. Voilà. Donc, c'est ça, par exemple. Donc, et pour plein d'autres sujets, je peux malheureusement pas extrapoler. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'islam étant religion d'État et les lois étant et les pratiques issues de la religion, c'est vrai que c'est très compliqué tant que le religieux est en place. Et il ne faut pas oublier qu'au Maroc, le parti au pouvoir, c'est aussi le parti islamiste. Donc ça n'aide pas vraiment ça n'aide pas vraiment nos luttes, j'ai envie de dire. Pardon, j'avais un problème. Et pour rebondir sur ça, aussi, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu du concept de patriarcat islamique. Ce concept, je l'ai pas entendu de toi, je l'ai entendu de plusieurs féministes de la région MENA qui sont en ce moment en Espagne, comme Nasra, et malheureusement, je connais pas son nom de famille, donc je vais même pas essayer. Mais je voulais savoir si tu peux nous parler un peu de ça, si voilà, quelle est ton expérience avec, et quelle serait l'importance du féminisme ou de la lutte féminisme dans un cadre de société islamique et qui répond au diktat du patriarcat islamique. C'est vrai que y a des spécificités lorsqu'on parle, parce que souvent les gens disent ah mais tu parles de spécificité, mais alors que tu es universaliste. Non, justement, ça n'a rien c'est deux choses distinctes. Les gens ont souvent tendance à penser ou à croire que du coup je me contredis. Pas du tout. C'est que justement nous voulons des droits, que les droits des femmes, les droits humains en général, mais là comme on parle de droits des femmes, féminisme et patriarcat, que ce soit les mêmes pour toutes, partout. Donc, lorsque je lutte contre le patriarcat, le système patriarcal, je lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je lutte contre la culture du viol, je dénonce tout cela, les injonctions sexistes et patriarcales et tout ça, c'est-à-dire que les femmes doivent, ou devraient en tout cas avoir, les filles et les femmes d'ailleurs, les mêmes droits, que ce soit en Espagne, au Maroc, au Sénégal, au Japon, en Argentine, ou que sais-je. Donc, c'est ça l'universalisme, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte, là, une espèce de relativisme culturel, on ne s'assoit pas sur des droits, parce que les premières victimes de tout ça, ce sont toujours les femmes et les enfants. Donc, on ne peut pas, au nom d'une soi-disant culture, je sais pas, au nom de tradition, sous couvert de religion, etc., dire oui, mais c'est comme ça. C'est la religion, c'est leur culture, donc on va accepter. Non, on peut pas défendre l'indéfendable. Dans ce cas-là, on peut aller loin et on va accepter l'excision parce que ça se pratique dans certaines cultures, dans certaines contrées. Non, pareil pour la polygamie, pour beaucoup de choses. Donc ça, c'est une chose. En revanche, oui, quand je parle de spécificité, et là où les gens me disent, bah oui, mais c'est contradictoire, donc tu vois bien qu'il n'y a pas d'universalisme possible. Si, c'est justement pour dire que ce sont ces spécificités-là, hein, qu'on appellerait le patriarcat islamique, puisqu'on est en train de parler des pays où des pays où l'islam est religion d'État, ou en tout cas en terre d'islam, ce sont ces spécificités-là qu'on veut également abolir. C'est ça, c'est juste ça en fait. Et donc,
si on parle de patriarcat islamique, c'est comme quelques exemples, parce que je ne peux malheureusement pas m'étaler, que j'ai donné par rapport au Maroc, mais qui peut être valable pour d'autres pays ou qui est régi par la religion musulmane, c'est justement qu'il y a comme une double oppression finalement. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, effectivement, par exemple, l'inégalité en héritage, c'est vrai que c'est pas un souci qui va se poser dans des pays européens, par exemple. Donc, forcément, ce sexisme, ce patriarcat-là, on peut l'appeler patriarcat islamique parce que ça vient de là. Après, on peut parler du voilement, par exemple. Ça aussi, c'est un sujet très controversé, très fâcheux. Donc, nous, en tant que mouvement féministe universaliste laïque, on est contre le voilement. Souvent, les gens ont tendance à penser, à réduire cela à une lutte contre les femmes voilées. Il n'y a jamais, en tant que mouvement féministe et en tant que féministe, on ne lutte jamais contre les femmes. Ça, c'est une chose très claire que les gens devraient comprendre. Jamais. On lutte contre des systèmes qu'on trouve, qu'on estime patriarcaux. On lutte contre la domination masculine. On lutte contre les injonctions sexistes. On lutte contre des symboles qu'on trouve aussi patriarcaux ou qu'on estime oppriment les femmes, et le voile en fait partie, mais comme il y a beaucoup de systèmes, il y a le système porno-prostitutionnel, etc. Et donc ce n'est jamais contre les femmes, c'est contre ces systèmes-là et ces symboles. Et donc voilà, donc du coup, pour revenir à cette question de voilement, c'est aussi quelque chose qui relèverait de ce que les féministes en Espagne appellent le patriarcat islamique. Ok. Franchement, j'aimerais trop parler sur ça, peut-être une prochaine fois avec d'autres féministes qui aient la même analyse que toi. Mais aujourd'hui, je voulais terminer par une des principales raisons pour laquelle je t'ai invitée aujourd'hui. Parce que mon intérêt, c'est de mettre en valeur la campagne de Mali pour la dépénalisation des grossesses non désirées, comme tu disais avant. Donc, si tu peux expliquer cette campagne en plus grand détail pour les spectatrices, et aussi de quelle manière est-ce qu'on pourrait aider à cette campagne sans être financièrement, si c'est juste financièrement, tant mieux. Ouais, de quelle manière les femmes ici en Europe on peut vous aider pour atteindre vos objectifs, et qu'est-ce que vous espérez vraiment atteindre comme résultat avec la campagne? En fait, depuis qu'on a fait l'action en 2012 avec Women on Waves, en fait, l'ONG Women on Waves, qui est reconnue internationalement, lutte pour la dépénalisation de l'avortement, donc dans tous les pays. Donc, les actions se font en allant dans ces pays-là, etc. Et leur second objectif, c'est de démocratiser l'IVG médicamenteuse, l'avortement par voie médicamenteuse, avec une molécule qui s'appelle le misoprostol, entre autres. Et donc, quand on a fait cette action en 2012, c'était pour qu'on collabore, chose qu'elles font avec beaucoup d'assauts féministes dans plein de pays, hein, et qu'on puisse mettre ça en place. Donc, du coup, nous aussi, on a ces deux objectifs, la dépénalisation de l'avortement et démocratiser l'IVG par voie médicamenteuse en suivant les recommandations de l'OMS, bien entendu. Et donc, on a fait ça en 2012. Et il faut juste savoir, pour la parenthèse, que le médicament ne sert pas juste, enfin, cette molécule en tout cas, après il y a les noms des médicaments, avorter, mais c'est parce que ça soigne déjà quelque chose, et l'effet secondaire serait les fausses couches. Et donc, en fait, ce médicament était en vente au Maroc. Donc, du coup, on en a profité lors de cette action en 2012, pour dire que ce médicament existe, etc. Évidemment qu'au bout d'un moment, ça s'est un peu retourné contre nous, mais ça, c'est le revers de la médaille lorsqu'on milite. C'est qu'au bout d'un moment, le ministère de la Santé a dit, bon, maintenant, stop, ça va être sur ordonnance, parce que c'était sans ordonnance. Et puis, on en a remis une couche en 2018, en remettant, en plus de la page Facebook, un numéro WhatsApp pour accompagner les femmes qui veulent ce médicament. Si elles ne le trouvent pas en pharmacie, nous, on se débrouillait pour l'avoir, etc. Et là, le médicament n'existe plus. Voilà. Au Maroc. Et donc, du coup, depuis, on a beaucoup de mal à aider et accompagner les femmes, parce qu'avant, comme je le disais, elles pouvaient, entre guillemets, se débrouiller pour essayer de trouver ça dans les pharmacies.
Et là, en fait, on a été complètement débordés et on est complètement dans la transparence, il faut pouvoir admettre ses échecs. Et ça, c'était un échec parce que on a été débordés de messages, on n'arrivait plus à répondre en fait à toutes les demandes. C'était vraiment impossible en fait, logistiquement, humainement, quoi. On est un petit groupe, le noyau, on est entre 5 et 10. Enfin, c'est pas possible. Et puis les médicaments, bah, c'est pareil. Et puis là, il y a eu la crise sanitaire, le confinement, et là, vraiment, on n'y arrive plus en fait. Et du coup, grâce à une étudiante sympathisante du mouvement et qui avait un peu suivi, dans son projet d'études, elle a choisi de travailler sur la question de l'avortement et elle devait, dans son projet de fin d'études, mettre en place un crowdfunding. Et donc, elle a choisi de monter comment dire, cette campagne de financement participatif et que nous avons lancé le 26 octobre pour que la fin de cette campagne soit le 25 novembre pour la symbolique. Le 25 novembre étant la journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes. Nous estimons que l'avortement à risque ou l'avortement clandestin est une violence contre les femmes. Donc, notre campagne s'arrête le 25 et grâce aux dons, à vos dons, je vous appelle j'en appelle à votre soutien et à votre générosité. Nous pourrons remettre en place vraiment cette aide d'abord cette lutte que nous menions à travers des campagnes d'actions, mais surtout qu'on puisse remettre un peu sur les rails le numéro WhatsApp, la page Facebook, etc., pour pouvoir répondre aux femmes et surtout pouvoir nous procurer les comprimés pour aider ces femmes, parce que comme dans tout pays où l'avortement est interdit ou illégal ou restreint, le nombre d'avortements clandestins est très élevé. Et donc, au Maroc, c'est 800 avortements clandestins par jour. Donc, c'est énorme. En fait, ça fait qu'une femme avorte clandestinement toutes les 2 minutes, en fait. Et on n'est pas sans savoir que les avortements à risque connaissent des conséquences élevées et un nombre élevé de décès en Afrique. Donc voilà, donc du coup, c'est notre campagne avec un objectif de 2 500 € que nous avons atteint aujourd'hui d'ailleurs. Mais il reste 14 jours. Donc on on remercie toutes les personnes qui ont contribué parce que pour être honnête, au départ, on n'y croyait pas trop. Souvent, thématique comme ça, voilà, sensible. Et comme on le disait au départ, au Maroc, c'est très compliqué pour nous d'avoir la solidarité d'associations féministes et de féministes. C'est quelque chose qui est illégal. C'est quelque chose, moi qui le fais à visage découvert comme ici ce soir, où je risque 5 ans minimum de prison. Bon, je le fais depuis 8 ans maintenant, mais voilà, donc les féministes ou les associations féministes ne peuvent malheureusement pas s'associer à nous dans cette lutte et dans cette campagne, puisque c'est complètement hors la loi. En tout cas, il reste 14 jours, donc nous comptons vraiment sur vous parce que nous souhaitons que la mobilisation continue. 2 500 €, c'était notre objectif, mais comme il reste 14 jours, si on peut aller encore plus loin, bah, ça permettra d'aller de faire encore plus et d'aider encore plus de femmes désireuses qui souhaitent en tout cas mettre fin à une grossesse non désirée, connaissant toutes les conséquences dramatiques que peuvent avoir des grossesses non désirées, des avortements à risque. Voilà. Du coup, j'ai laissé déjà le lien ici pour Merci. Issel. Je vous invite vraiment à y participer. On compte sur votre solidarité pour faire marcher ça et faire bouger les trucs au Maroc. En tout cas, je voulais juste, je te coupe, pardon, dire que c'est très bien détaillé. Voilà, c'est juste parce qu'effectivement, là, c'est un peu fouillis de parler assez vite de cela, mais on a fait en sorte que le lien, enfin en tout cas de la campagne, le texte de la campagne est vraiment bien détaillé, explique tout à fait la situation au Maroc et le travail de Mali. Okay. En tout cas, merci beaucoup Betty d'être venue aujourd'hui avec nous. Je te souhaite un voyage demain. Et je te souhaite beaucoup de force pour tout ce que ton mouvement fait. Je suis vraiment impressionnée et j'espère que les femmes ici en Europe auront plus d'occasion ou de curiosité d'aller voir ce que vous faites et vos actions. Oui, c'est vrai que ce qui est compliqué, juste pour ma conclusion, c'est que en fait, ce qu'on vit vraiment au Maroc, et surtout que lorsqu'on est une femme, cette inquisition socio-religieuse, c'est ça en fait. C'est vraiment une inquisition, et donc du coup, les lois, les pratiques, qui sont voilà, sexistes et liberticides, et c'est très très compliqué. Là, malheureusement, comme on n'a pas le temps, on ne pouvait pas parler de tout, mais
on est en 2020, les gens pensent que le Maroc c'est pas loin, que attendez c'est le Maroc, c'est pas l'Arabie Saoudite, etc. Mais les lois sont complètement sexistes, misogynes. Et voilà, c'est très très compliqué pour les femmes, c'est très compliqué pour les mères célibataires, c'est compliqué pour les enfants. Voilà, il faut savoir qu'avoir un enfant hors mariage, puisqu'on peut pas avoir de relations sexuelles en mariage, donc si une femme a un enfant en mariage, l'enfant n'est même pas reconnu. Et on est en 2020 et il est considéré comme bâtard, comme issu de la prostitution, parce qu'on considère que ces femmes-là sont des prostituées. C'est pour ça que c'est un peu compliqué la question aussi de la prostitution, parce que souvent on me demande pourquoi j'en parle pas au Maroc, en tout cas moins qu'en Europe, vu que je lutte contre le système prostitutionnel en Europe. C'est parce que au Maroc, on est considéré déjà prostitué lorsqu'on a des relations sexuelles en mariage. On n'en est même pas encore à des prestations sexuelles tarifées. Donc voilà. Donc en tout cas, la lutte est compliquée, mais on y croit, et on combat les obstacles. Et ça se voit par ton discours que tu y crois. Franchement, c'est frappant. Du coup, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et merci à toutes les femmes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Ce live reste sur la page Facebook d'Eno, donc vous pouvez le revisiter dès que vous voulez. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien de la campagne et y contribuer. Merci. Merci. Ciao. Ciao. Bye.